Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconter comme d'habitude 2 histoires qui font bien flipper. Et vous m'excuserez d'avance, je pense que vous l'entendrez à ma voix, vous le voyez aussi à mon visage, ça fait quelques jours que je suis malade. J'ai les yeux qui sont rouges, qui sont gonflés, ma voix on dirait Donald Duck. Mais j'avais quand même envie de raconter des histoires et surtout je voulais pas vous laisser sans vidéo. Donc on se retrouve comme chaque lundi pour à peu près 30 minutes d'histoire, j'espère que ça va vous plaire. Et on va faire un truc, toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui ne sont pas abonnées, n'hésitez pas à le faire. C'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir parce que ça met la chaîne en avant. De nouvelles personnes la découvrent et ça fait un effet boule de neige. Donc, merci beaucoup à toutes les personnes qui vont le faire. Moi, je vous propose d'être à la lumière de là où vous trouvez. Et on est parti pour la première histoire. Cette histoire, mes amis, c'est celle de Théo. Il nous raconte qu'il a 21 ans et qu'il est étudiant dans une filière d'économie et de gestion. Et c'est pas vraiment un domaine qu'il a choisi par passion, mais plutôt parce que c'était plutôt logique pour lui. Il se dit qu'à la fin de ses études, ça va lui ouvrir des portes et que probablement, il pourra prétendre à un poste à responsabilité dans une entreprise d'ici quelques années. Depuis peu, il vit seul dans un petit studio pas très loin de la fac. Visiblement, c'est ses parents qui l'aident financièrement le temps de ses études. Comme ça, lui, il peut vraiment se concentrer à 100% sur la matière, vraiment apprendre le mieux possible, sans avoir la tête ailleurs parce qu'il y a des factures impayées, etc. Ses parents, eux, habitent à 2 heures de route, et même s'ils s'appellent souvent, ils ne se voient pas tant que ça à cause du boulot, des études, etc. Mais bon, même à distance, ils gardent quand même régulièrement contact, donc c'est plutôt cool. Théo, à la fac, il a quelques amis, c'est surtout des gens avec qui il travaille plus qu'il ne sort, parce que voilà, notre ami, c'est pas quelqu'un qui apprécie beaucoup faire la fête, il boit très peu par rapport aux jeunes de sa classe, et que surtout, il passe la majorité de son temps entre les cours, la bibliothèque et son appartement. En gros, vous l'aurez compris, il nous explique qu'il mène une vie plutôt simple, mais presque répétitive. Ça se résume en gros à bosser beaucoup parce qu'il sait que s'il lâche, eh bien, probablement, il va vite couler. Ce soir-là, il reste très longtemps après les cours, histoire de rattraper du retard, et il n'a qu'une seule idée en tête, c'est de rentrer, manger et dormir. Notre ami, il rentre très tard de la bibliothèque, et quand je vous dis très tard, c'est extrêmement tard parce qu'il a passé des heures à une table à lire, à relire, à prendre des notes. Et à un moment, ça fait tellement de temps qu'il est là, il sait même pas si ça vaut vraiment la peine de rester parce que voilà, est-ce qu'il arrive encore à retenir des informations? Il en est pas sûr. Donc à un moment, il se dit ça y est, c'en est trop, je range mes affaires et je me taille. Il range délicatement les livres dans son sac, puis il sort. Théo descend dans le métro, il valide son ticket, il prend les escaliers et il arrive sur le quai qui est presque vide. Il jette un œil au panneau, il voit que le métro sera là dans quelques minutes, alors il se pose et il attend. Quand le métro entre dans la station, il monte comme d'habitude à l'intérieur sans se poser de questions. Il remarque tout de suite que la rame elle est quasiment vide, ce qui d'ailleurs ne l'étonne pas vu l'heure. Il avance de quelques pas pour aller s'asseoir et il voit qu'il y a qu'un autre homme qui est assis dans le même wagon. Ce mec est sur son siège, il a la tête légèrement penchée, un peu comme s'il dormait. Théo s'assoit, il pose son sac à ses pieds, il s'installe et à ce moment-là, notre ami, il sent une odeur très forte qu'il reconnaît un petit peu. En fait, il y a une odeur d'alcool qui flotte dans le wagon, mais il n'y prête pas plus d'attention que ça et le métro démarre. La rame roule normalement, Théo fixe le sol devant lui sans vraiment penser à quoi que ce soit. C'est un peu comme s'il regardait le néant après une journée de cours interminable. Et il nous explique aussi qu'il est beaucoup trop fatigué pour ne serait-ce que sortir son téléphone et, scroller sur les réseaux sociaux. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il regarde le sol et il attend. Le temps passe tranquillement, le métro enchaîne les stations, les portes s'ouvrent, elles se referment, mais étant donné qu'il est très tard, personne ne monte, personne ne descend, donc c'est relativement calme. Théo, parfois, il entend l'autre homme qui bouge sur son siège, peut-être qu'il se repositionne, des fois il a l'air de marmonner quelque chose, mais notre ami, il est tellement épuisé qu'il n'écoute pas vraiment, et surtout, il en a rien à foutre. Après quelques minutes, le métro quitte une station, et soudainement, il commence à ralentir. Au début, Théo ne trouve pas ça bizarre parce que ça arrive souvent que la rame ralentisse un peu avant d'entrer dans une autre station. Mais là, le ralentissement, il dure quand même longtemps. Ça traîne pendant plusieurs secondes, voire une petite minute, puis le métro finit par s'arrêter complètement. Notre ami, il regarde par la fenêtre, il voit bien qu'on n'est pas dans une station. Donc, il relève la tête, il regarde autour de lui sans vraiment comprendre ce qui se passe. Et voilà, il se dit que c'est soit un problème technique, soit un problème de signalisation, ou peut-être une petite panne qui sera corrigée d'ici quelques minutes. Sauf que, malheureusement, il n'a même pas le temps de réfléchir davantage que toutes les lumières s'éteignent. À ce moment-là, le wagon est complètement plongé dans le noir et c'est pas une simple façon de parler, c'est que vraiment, il n'y a plus aucune lumière dans ce foutu métro. Bon, il reste assis en étant figé avec les yeux grands ouverts, mais vous allez me dire que ça ne sert strictement à rien parce qu'il n'a plus aucun repère visuel, c'est-à-dire qu'il ne sait même pas si l'avant du métro est devant lui ou derrière. Là, le silence est extrêmement lourd et presque oppressant, et pendant quelques secondes, il n'y a rien. Il n'y a aucun bruit à part celui du métro à l'arrêt. Puis, enfin, la voix du conducteur retentit dans les haut-parleurs. Alors, il parle calmement, il explique qu'il y a une petite panne technique de rien du tout, que la rame est arrêtée entre 2 stations et que ça va se régler très rapidement. Il précise aussi qu'il ne faut pas paniquer, que ça ne sert à rien, que tout est sous contrôle et que d'ici quelques secondes, voire quelques minutes, le wagon pourra continuer. Théo, il écoute sans dire le moindre mot, sans même bouger. Il se dit quand même dans sa tête que pour terminer une journée de merde comme ça, c'est la cerise sur le gâteau, mais que comme le chauffeur l'a dit, ça va repartir
partir, donc il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas de quoi paniquer. Il arrivera peut-être quelques minutes en retard à la maison, mais il y a plus grave. Il attend, dans le noir, assis, avec les mains posées sur ses cuisses et son sac toujours à ses pieds. Il reste quand même attentif à ce qui se passe dans le wagon. Après, vous me direz qu'il n'y a qu'une seule personne avec lui, donc probablement qu'il ne se passera rien. Mais c'est juste pour être sûr. À un moment, il entend l'autre homme qui est avec lui dans le wagon, qui bouge. Théo ne réagit pas, parce que vous me direz, tant que le mec est pas en train de gueuler, ça va. Sauf que, à un moment, le mec se met à parler tout seul. C'est pas très fort, mais c'est suffisant pour que Théo l'entende. Quelques secondes passent, puis à un moment, une petite lumière rouge s'allume au plafond. Elle éclaire très peu, mais malgré ça, Théo il arrive à distinguer certaines formes. Il regarde vers ce mec et il l'entend dire des phrases qui n'ont ni queue ni tête. Genre, il dit la moitié, il s'arrête au milieu, puis il reprend. Donc, ça ne veut rien dire. Il nous explique que ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, le mec, on dirait qu'il interprète deux personnes. Il pose une question, puis il joue le rôle de la personne qui va y répondre. À un moment, ce mec lève la main, il fait un geste dans le vide comme s'il montrait quelque chose à une personne assise en face de lui. Théo regarde instinctivement dans la direction où il fixe son regard, mais il n'y a absolument rien, ni personne. L'homme hoche la tête plusieurs fois, il sourit, puis il secoue la tête, comme s'il n'était pas d'accord. Bon, à ce moment-là, Théo, il se dit simplement que ce mec, c'est le fou du bus, ou plutôt le fou du métro, parce que mes amis, fou du bus, c'est le petit chat qui est à côté de moi, et d'ailleurs, je vais le prendre pour raconter la suite de l'histoire. Voilà mes amis, ça c'est le vrai fou du bus, c'est son prénom, c'est mon petit chat. Et je crois que tout comme vous, il aime bien quand je raconte des histoires. Théo, à ce moment-là, il se dit que ce gars, il est complètement bourré ou complètement fou, mais il y a une explication. Il décide d'arrêter de le regarder trop longtemps, histoire que le mec se mette pas en colère ou qu'il ne pète pas un câble. Mais tout à coup, un bruit très sec traverse le wagon. C'est un bruit brutal, net, qui n'a rien à voir avec le métro. Et ce que Théo entend à ce moment-là, c'est clairement du verre qui vient de se briser. Théo sursaute, son corps réagit avant même qu'il ait eu le temps de comprendre ce qui se passe. Il se redresse légèrement sur son siège, il reste immobile et il écoute. Il re-regarde en direction du fou du métro et il est toujours là, assis à la même place. Sauf que, cette fois-ci, il tient quelque chose dans la main. Cette chose, Théo voit bien de quoi il s'agit. C'est une bouteille en verre, cassée, avec le goulot brisé. Notre ami regarde la bouteille, puis l'homme, puis son sac à ses pieds. Là, la fatigue s'en va, il sort son téléphone, presque instinctivement, et il le déverrouille afin d'être prêt à appeler quelqu'un si jamais ça part en vrille. À ce moment-là, le fou du métro s'adresse pour la première fois à lui directement. Sa voix, bon, elle part un peu en vrille, comme s'il avait bu des litres et des litres d'alcool. Et il lui dit que ce n'est pas la peine d'appeler qui que ce soit, que le problème va se régler tout seul, et qu'il suffit simplement d'attendre, comme l'a dit le conducteur. Théo hésite et il nous explique qu'il se sent presque un peu con avec son téléphone à la main, et sans vraiment savoir pourquoi, il finit par le ranger. Là, le silence retombe, la lumière rouge continue d'éclairer faiblement le wagon. Théo reste assis, il continue de fixer le sol, devant lui, il entend l'homme qui respire très fort. Quelques secondes passent et l'homme parle à nouveau. Cette fois-ci, il regarde le sac de Théo et il fait une remarque sur un livre qui dépasse. Il dit en gros qu'il n'y a que les riches et les fils à papa et maman qui lisent ce genre de bouquin. Bon bah Théo il nous explique quand même de quel livre il s'agit parce qu'en fait c'est un livre sur la gestion des finances. Et vous imaginez bien pour un fou du métro quand il voit le mot finance, la personne en face de lui, c'est forcément Bill Gates. À ce moment-là, bon, Théo il relève la tête parce qu'il est un petit peu agacé par sa remarque de merde. Et il lui répond simplement sur un ton assez ferme que voilà, c'est pas un fils de riche, c'est pas un fils à papa. Et que concrètement, il lit le livre qu'il veut, que ce soit La gestion des finances ou le tome 2 de Maya l'abeille. C'est cette réponse de la part de Théo qui va à peu près tout faire basculer. L'homme ne répond pas tout de suite, il reste assis encore quelques secondes, puis tout à coup, il se lève et il se retrouve debout dans le wagon, avec cette fameuse bouteille cassée toujours à la main. Et le problème, c'est qu'il commence à s'avancer lentement vers notre ami Théo. Théo, il se demande ce que ce fou du métro est en train de faire, il le voit, il voit qu'il a le regard fixé sur lui, et il avance tout doucement, avec des pas très réguliers, en sa direction, et on est d'accord pour se dire que c'est pas très rassurant. Théo se recule dans son siège et à ce moment-là, l'homme lui demande de lui donner son portefeuille et il le fait d'une voix très calme et presque neutre. Théo lui dit non, va chier. Il lui dit que c'est hors de question qu'il le lui donne et il garde les yeux fixés sur cette bouteille. Vous vous en doutez bien, le fou du métro, il n'est pas très content de cette réponse. Il continue de s'approcher lentement de notre ami Théo et Théo, il sent bien que, vu que le wagon est en panne, il aura un peu de mal à s'échapper. Et surtout, il n'a aucun doute sur le fait que cet homme, probablement qu'il veut lui faire du mal ou du moins lui voler ses affaires. Donc, à un moment, il lui dit « Ok, c'est bon, je vais te le donner. » Il lève les mains, il met une main dans sa poche, il prend son portefeuille et il le lui tend. Le fou du métro le prend, il se met à fouiller à l'intérieur. Et bon, il n'y a pas grand-chose, il y a un tout petit peu de monnaie, sa carte d'étudiant et sa carte d'identité, mais rien de très extravagant. L'homme sort la carte d'identité de Théo,
il la regarde en souriant, il regarde notre ami, puis il se met à rire tout seul, comme un bolos. Le problème, c'est qu'il ne s'arrête pas là parce que même en ayant eu ce qu'il voulait, il continue d'avancer vers notre ami, toujours avec cette bouteille en verre cassée dans la main, et lorsqu'il avance, il le regarde droit dans les yeux. Qu'est-ce que tu fais, mon gros? Attends, mon pote, tu touches ma barbichette? Et lorsqu'il avance, il le regarde droit dans les yeux. Théo, à un moment, ouvre la bouche pour dire quelque chose, mais il n'a juste pas le temps de le faire parce que l'homme lève le bras et il lui donne un coup avec la bouteille. Malheureusement, le verre entaille légèrement le bras de Théo et la douleur est immédiate. Théo pousse un cri comme il n'en a jamais poussé dans sa vie et il retire son bras d'un coup. Là, il voit qu'il est bien blessé, il sent une brûlure. Le fou du métro reste devant lui avec la bouteille à la main. Théo se lève brusquement de son siège, il regarde autour de lui et son regard tombe sur un objet qui va peut-être pouvoir lui sauver la vie. Cet objet, vous le connaissez absolument tous, c'est le petit marteau d'urgence qui se trouve collé aux vitres des transports publics. Comme ça, s'il y a un accident ou je ne sais quoi, vous prenez ce petit marteau, vous mettez un tout petit coup dans la vitre et elle est censée exploser. Bon, notre ami, il l'attrape sans réfléchir, il serre le manche très fort. Pendant ce temps, l'homme avance encore d'un pas, Théo frappe la vitre une fois et elle explose en 1000 morceaux. Théo reste figé pendant une fraction de seconde, puis il se penche vers l'ouverture, il passe par la vitre qui est complètement brisée et il se laisse tomber sur les rails. Bon, il atterrit pas très bien, il glisse, il se rattrape comme il peut avec ses mains et il se relève aussitôt. À ce moment-là, il commence à courir dans le tunnel qui est extrêmement sombre et il ne regarde pas une seule seconde derrière lui. Il court droit devant et il s'éloigne le plus possible. En fait, il nous explique qu'il court dans la direction dans laquelle allait le métro parce que son but, c'est d'arriver jusqu'au poste de pilotage pour avertir le conducteur. Quand il arrive près de cette cabine, il tape contre la porte en criant, il interrompt le conducteur qui est en train d'essayer de réparer la panne, il parle trop vite, il explique en gros que voilà, il y a un fou du métro qui est dans le wagon avec une bouteille cassée, qu'il a tenté de lui voler son portefeuille et même de le blesser avec cette bouteille. Le conducteur, bon, il est un petit peu surpris, il ouvre sa cabine, il regarde le bras de Théo et il voit qu'il est quand même un petit peu blessé. Il comprend donc assez rapidement que ce n'est pas une blague et qu'il faut agir. Du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il prend sa radio, il appelle du renfort immédiatement et surtout, il dit à Théo de rester là près de lui sans bouger. Il lui dit, écoute, les renforts vont pas tarder à arriver, pendant ce temps, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller quand même dans le wagon pour voir si le mec est toujours là. Comme ça, je pourrais tenter de guider un petit peu plus précisément les renforts. Théo et le conducteur sortent du wagon, ils avancent ensemble le long du métro. Cette petite lumière rouge qui clignotait, elle est toujours là, à l'intérieur. Et surtout, ils restent très prudents, ils regardent bien autour d'eux, histoire que le mec ne surgisse pas de nulle part. Quand ils arrivent devant le wagon où ça s'est passé, Théo s'arrête net, parce que l'homme n'est plus là, il a disparu, et le wagon est complètement vide. Il n'y a donc personne à l'intérieur, le conducteur entre prudemment, il regarde autour de lui, il dit « Est-ce qu'il y a quelqu'un ?» Mais personne ne répond. Théo entre à son tour, il voit des éclats de verre au sol, la vitre brisée, et sur le siège sur lequel il était assis, il voit son portefeuille qui est posé bien droit. Il le prend, il regarde à l'intérieur et il voit que l'homme n'a rien pris, que ce soit les documents d'identité ou même de l'argent. Donc, c'est bizarre. Le conducteur regarde Théo sans comprendre pourquoi l'homme a laissé son portefeuille. Et voilà, il fouille un petit peu le wagon. Il fait le tour, il regarde les portes, il regarde sous les sièges, puis il va dans l'autre wagon. Mais il ne trouve rien du tout. Le truc, c'est qu'il se dit, bon, le métro est bloqué entre deux stations, donc si le mec était sorti, probablement qu'on l'aurait entendu. Et surtout, on l'aurait sûrement croisé. Théo reste planté là, il regarde son portefeuille et il se dit... Mais comment ce mec a pu disparaître autant rapidement? Théo, il reste planté là, il fixe son portefeuille et il se dit dans sa tête, mais comment est-ce que ce mec a pu disparaître aussi rapidement? Quelques minutes plus tard, les renforts arrivent. D'abord, c'est des agents de sécurité qui arrivent, puis ensuite la police. Ils sécurisent la rame, ils demandent à Théo de sortir et ils lui posent tout un tas de questions. Notre ami raconte ce qui s'est passé depuis le début, que le métro était presque vide avec juste ce fou du métro qui était assis sur un siège, qu'à un moment, il y a eu une panne, que le mec s'est levé avec une bouteille, qu'il a voulu lui voler son portefeuille et voyant que Théo a refusé, il lui a mis un coup de bouteille. Un agent lui nettoie un peu le bras histoire que ça s'infecte pas. Et d'après lui, la coupure n'est pas très profonde, donc il devrait se remettre assez rapidement. C'est au tour des policiers d'inspecter le wagon, les rails, les portes, les fenêtres. À un moment, les agents de sécurité, Théo, les policiers et le conducteur se mettent en rond, ou plutôt, ils se mettent en cercle et ils commencent à se poser des questions. Ils se disent, mais... comment ce mec a pu s'échapper en sachant que c'est presque impossible? Et c'est encore moins possible qu'il se soit échappé sans qu'on le voie ni même qu'on l'entende. Enfin bref, ça ne sert à rien de se poser des questions pendant 3 heures. Les policiers demandent à Théo s'il veut porter plainte, il répond que oui. Donc il lui demande simplement de les suivre jusqu'au poste pour prendre sa déposition et prendre sa plainte. Bon, je vous le rappelle, Théo à ce moment-là, il a une journée extrêmement longue qui vient de se passer, il est KO, mais il doit encore aller au commissariat pour porter plainte. Est-ce qu'on peut officiellement dire que c'est une journée de merde? Moi je pense que oui. Pendant 1h30, notre ami répond aux questions des enquêteurs et à la fin, il est libre comme l'air. Le problème, c'est que maintenant, il faut rentrer à la maison et est-ce que Théo a envie de prendre le métro après ce qui s'est passé?
J'en suis pas sûr et certain. La police lui dit qu'il sera recontacté si besoin. Théo rentre chez lui en Uber. Et une fois arrivé, il se douche, il regarde son bras dans le miroir, il voit la blessure. Il mange un petit truc et il va au lit. Après ça, il y a quelques jours qui passent. Théo reprend ses cours, il retourne à la bibliothèque, il essaye de reprendre une vie normale, mais il nous explique que voilà, après une telle histoire, c'est quand même relativement difficile. Et ce qui est encore pire, c'est que pendant les premiers jours, la police ne lui donne aucune nouvelle. Il finit donc par comprendre que, ils n'ont rien trouvé du tout, et qu'ils ne savent pas qui est cet homme, et encore moins ce qu'il voulait réellement à Théo. Notre ami, il a deux théories, et je les partage un petit peu. La première, c'est que c'était vraiment quelqu'un de violent qui voulait lui faire beaucoup de mal, peut-être même le buter. Mais pour moi, c'est pas cette théorie-là que je retiens, c'est le fait que probablement que c'est quelqu'un qui avait beaucoup trop bu, qui s'est retrouvé dans le métro pour je ne sais quelle raison. Et vous vous souvenez, ce livre qui dépassait du sac de Théo, c'était un truc sur la gestion de la finance. Eh bien, peut-être qu'il a vu ce titre, qu'il s'est dit que le mec en face de lui avait de l'argent et qu'il pourrait s'en servir pour aller acheter de l'alcool. On peut donc imaginer que cette personne était addict à ça et que il cherchait à tout prix quelques pièces pour aller acheter une nouvelle bouteille et se l'enfiler. Voyant qu'il a blessé quelqu'un, peut-être qu'il s'est dit bon, je me barre parce que j'ai pas envie d'être mis en prison. C'est ce qui explique le fait qu'on ne l'ait jamais retrouvé. Est-ce que c'est la bonne théorie ou pas du tout? Je n'en sais rien. Si vous en avez une autre, n'hésitez pas à la dire en commentaire. En tout cas, j'espère que cette histoire, elle vous aura plu. On reprend une petite boisson, on se réinstalle confortablement dans son fauteuil, dans son lit, sur son siège de bus, sur sa chaise d'école, mais j'espère pas que vous écoutez les vidéos pendant une leçon. Et voilà, moi je vous propose de passer directement à la deuxième histoire. Mes amis, cette deuxième histoire, c'est pas Fou du bus qui va nous la raconter comme avant, mais c'est notre petite Nala. Alors, la connaissant, elle va pas rester très longtemps. D'ailleurs, regardez, elle est déjà en train de partir. Mais bon, au moins elle a fait l'effort de venir vous dire bonjour. Cette deuxième histoire, c'est celle d'Elsa. Au moment des faits, Elsa, elle a 24 ans et elle vit une vie plutôt tranquille. C'est-à-dire qu'elle travaille, elle enchaîne les semaines sans trop se poser de questions. Et comme beaucoup de gens de son âge, elle attend le moment où elle pourra faire des vacances avec ses potes. Parce que les vacances, c'est un peu la seule période où elle peut vraiment décrocher, ne pas penser au travail, ne pas regarder l'heure, et simplement vivre au rythme de la journée. Donc, au moment où elle nous raconte son histoire, elle est en vacances avec 3 amis à elle, une fille et 2 garçons, et elle nous explique que ce voyage, il est assez classique, il n'y a rien d'extravagant. Il passe simplement quelques jours à l'étranger pour changer d'air et sortir du quotidien. Tout le petit groupe a choisi une destination assez simple, pas trop loin et surtout pas trop cher. Il y a beaucoup d'activités, la mer qui n'est pas loin. Elsa nous raconte qu'ils ont loué un logement assez simple, parce qu'après tout, ils ne vont pas y être très souvent. Ils y seront simplement pour dormir, pour manger un petit truc le midi, et encore, ça se peut qu'ils mangent à l'extérieur. Donc ils n'ont pas pris un château ou même une villa de fou. Depuis leur arrivée, leur journée, elle se ressemble pas mal, c'est-à-dire qu'ils se lèvent plus ou moins tard. Ils mangent un truc rapidement, ils passent l'après-midi à la plage, ils nagent, ils font un petit peu de foot, ils discutent. Parfois, ça leur arrive de rentrer faire une sieste quand ils sont crevés, et le soir, ils ressortent pour manger quelque chose, boire un verre et faire la fête. Ce jour-là, ils arrivent à la plage, en fin de matinée, ils posent leurs serviettes, sortent de quoi boire, et passent un long moment à parler de tout et de rien. Ils sont déjà là depuis plusieurs jours, et même si personne ne se plaint vraiment, Elsa, elle sent que tout le monde commence un peu à tourner en rond. Parce que la plage, c'est sympa, mais à un moment, il n'y a pas énormément d'activités non plus. On est d'accord, s'ils étaient dans un hôtel, ils auraient pu alterner entre la plage et la piscine, mais eux, ils spamment la plage vraiment tous les jours. Donc forcément, on commence un peu à tourner en rond. À un moment, ils sont tous allongés, ils ne parlent pas trop, ils sont un peu chacun dans leurs pensées. Et Elsa, elle se dit que faire une activité différente, ça pourrait faire du bien à absolument tout le monde. 1 heure plus tard, 2 hommes s'approchent d'eux. Ils ont l'air plutôt à l'aise, ils sourient et ils lancent une discussion de façon naturelle. Ils demandent si tout se passe bien, s'ils profitent bien des vacances. Donc des questions plutôt banales qui n'ont rien de bizarre. Et Elsa et ses amis répondent normalement. Très vite, les 2 hommes expliquent qu'ils travaillent avec un bateau au port. Ils disent qu'ils proposent des sorties en mer pendant l'après-midi, que c'est plutôt tranquille et qu'ils peuvent s'éloigner de la côte, histoire de passer un bon moment sans être entourés de monde. Ils précisent aussi que l'ambiance est très festive, on peut mettre de la musique, on boit, on mange, on discute, on fait la fête et tout ça loin de tout. Forcément, le groupe d'Elsa, ils accrochent tout de suite parce que c'est exactement ce qu'ils cherchaient. Quelque chose de simple, de cool, qui change un petit peu de la routine. Donc, probablement qu'ils vont faire cette activité. Les hommes parlent très bien, ils ne forcent pas, ils expliquent que ça dure quelques heures et que leur clientèle, c'est majoritairement des jeunes comme eux. En plus de ça, le prix semble très correct, donc c'est cool. Elsa regarde ses potes, elle voit qu'ils sont tous chauds et elle se dit que pour une fois, ils peuvent dire oui sans trop réfléchir. Après quelques minutes de discussion, ils finissent par accepter leur offre. Les 2 mecs leur donnent l'heure et l'endroit de rendez-vous et ils repartent en leur disant à plus tard. Le groupe reste encore un petit peu sur la plage, mais l'ambiance a changé parce qu'ils sont tous super excités. Ils parlent déjà de la sortie, de la musique qu'ils vont mettre, ce qu'ils vont boire à bord. Et Elsa, elle se dit cette activité, non seulement elle a l'air incroyable, c'est spontané, donc ça va faire du bien à absolument tout le monde. En début d'après-midi, ils rassemblent leurs affaires et ils prennent la direction du port. Une fois sur place, ils reconnaissent facilement l'homme qui est devant le bateau. C'est pas un yacht qui peut accueillir 10 000 personnes, mais
il est assez propre, il est en bon état. Les deux hommes leur disent rebonjour, ils les font monter à bord et ils leur disent où poser les affaires. Quelques minutes plus tard, le bateau démarre et il quitte le port. Elsa s'installe confortablement et elle voit la côte qui s'éloigne gentiment. Elle entend ses amis qui sont en train de rire, parler de la musique qu'ils vont mettre et à ce moment-là, elle n'a aucune raison de se méfier de quoi que ce soit parce que tout se passe normalement. Les deux mecs, eux, conduisent le bateau avec une bière à la main et ils le conduisent très bien. Surtout, ils ne dérangent pas le groupe, ils les laissent tranquilles et l'ambiance, elle est juste incroyable. Elsa, elle nous décrit les caractéristiques de ce bateau, donc déjà, visiblement, il est assez haut. On dirait un peu un voilier mais sans voile, enfin... J'imagine que vous voyez le truc. Et surtout, il est assez long. Au bout de quelques minutes, l'un des amis sort une enceinte de son sac et il commence à chercher une playlist. Il met de la musique, il augmente un peu le son, sauf que presque immédiatement, le conducteur se retourne et il lui dit que la musique est interdite d'un ton très sec. C'est pas agressif, mais c'est, voilà, pas très agréable. Du coup, le groupe se regarde en étant surpris parce que c'est pas du tout ce qu'il leur avait dit sur la plage. Elsa prend la parole calmement et elle lui rappelle que justement, ils avaient accepté la sortie parce qu'on leur avait dit qu'ils pouvaient s'amuser, mettre de la musique, manger, boire, et que là, ils interdisent la musique. Ça n'a juste pas de sens. Là, l'homme s'énerve, son attitude change complètement et il leur dit que s'ils veulent vraiment de la musique, il va falloir payer quelques dizaines d'euros en plus. Sur le moment, Elsa, elle croit presque que c'est une blague, parce que plusieurs dizaines d'euros en plus pour écouter de la musique, faut pas abuser. Du coup, ses amis réagissent direct. Ils disent que ce n'était pas prévu, que ce n'est pas normal, que ce n'est pas honnête. Et la discussion, malheureusement, elle monte assez vite en pression. Ils lèvent tous la voix, et pendant quelques minutes, ils se crient tous dessus. L'ambiance passe de très festive à très lourde, très désagréable. Et Elsa, elle sent vite que ça part dans une mauvaise direction. Ils sont au milieu de l'eau, au milieu de rien. Elle a pas envie que la situation dégénère et que on ne sait quoi se passe. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle intervient pour essayer de calmer le jeu. Elle dit à ses potes, c'est pas grave, on peut faire sans la musique, c'est pas la peine de se prendre la tête pour ça. Du coup, les deux mecs et les amis finissent par se calmer. Bon, scène assez particulière pour une sortie qui à la base devait être festive et joyeuse. Là ça prend un peu une autre tournure. Le bateau continue d'avancer et même si l'ambiance n'est plus aussi détendue qu'avant, tout le monde essaye de passer à autre chose. À un moment, il fait super chaud, donc l'idée de se baigner vient naturellement. En plus de ça, ils sont dans un endroit très calme, ils ne voient rien autour d'eux, donc les deux mecs ralentissent un peu le bateau, ils disent voilà, on va s'arrêter un petit moment histoire que vous puissiez vous baigner. Le groupe d'amis se prépare, pendant ce temps l'un des deux mecs va déployer l'échelle et une fois qu'ils sont prêts, les amis descendent dans l'eau un par un. Elsa, elle prend pas le chemin de l'échelle, c'est beaucoup trop simple. Elle monte à l'avant du bateau et elle tape son meilleur plongeon. Une fois dans l'eau, elle nage un peu, elle se rapproche des autres. Ils flottent tous autour du bateau, ils rigolent. Donc en gros, la sortie a repris une sorte d'ambiance assez cool. À un moment, l'un des amis d'Elsa en a un petit peu plein le cul d'être dans l'eau. Il veut remonter sur le bateau. Il nage donc en direction de l'échelle, mais là, il se rend compte qu'il y a un problème. L'échelle, pour remonter sur le bateau, est pliée. Donc, en d'autres termes, ça veut dire qu'on ne peut pas remonter sur le bateau, à moins qu'un des deux guides ait il l'a déplié. Elsa se rapproche, elle regarde à son tour et elle comprend vite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle lève les yeux, elle voit les deux hommes qui sont au-dessus d'eux en train de les regarder. Et sur le moment, personne ne panique parce qu'ils se disent, bah voilà, ils ont peut-être plié l'échelle histoire que, je sais pas, elle ne s'abîme pas ou je ne sais quoi. Donc Elsa, à moitié en rigolant, elle leur demande, bah vous pouvez déplier l'échelle, on aimerait remonter. Mais les deux hommes continuent de les fixer et ils ne répondent pas tout de suite. Ils se regardent entre eux. Puis, au bout de quelques secondes, l'un d'eux finit par dire « Bah écoutez, si vous voulez remonter, il va falloir payer. » Le ton qu'ils utilisent est très tranquille, comme s'ils parlaient d'un supplément pour un cocktail. Et là, Elsa, elle comprend vite que ce n'est pas une blague, ils sont pas en train de rigoler. Elle regarde ses potes autour d'elle et elle voit que leur visage est en train de se décomposer. Ses amis essayent de discuter, ils leur disent que ce n'était pas ce qui était prévu, que payer pour remonter sur un bateau, bah y a qu'un gros rat pour faire ça. Mais les hommes ne bougent pas, ils restent sur le bateau, ils ne s'énervent pas, limite ils ont un petit sourire de coin, et ils répètent que sans payer, malheureusement, ils ne remettront pas l'échelle. Et que s'ils ne payent pas rapidement, eh bien il y a un moment où la sortie sera terminée et ils vont devoir retourner sur la côte. Bien évidemment, sans le groupe d'amis. Pour couronner le tout, les conducteurs du bateau avouent que c'est un endroit où les bateaux ne passent jamais, donc autant vous dire que s'ils les laissent là, c'est peine perdue pour eux. Elsa regarde autour d'elle, elle ne voit rien, ni même des côtes, ni même une plage. Il n'y a strictement que dalle. Et malheureusement, le bateau, il est beaucoup trop haut. Donc même si elle fait diversion, elle parle au guide, pendant qu'un de ses potes essaye d'aller monter à l'arrière du bateau, ça ne fonctionnera pas. Même s'ils savent que ça ne fonctionnera pas, ils essayent quand même de le faire, mais ils n'y arrivent pas. Parce que le bateau, non seulement il est très haut et qu'il est tout lisse, donc ça glisse énormément. Et le problème, c'est que le temps commence à passer. Au début, ils se disent que logiquement, ils vont trouver une solution, que ça ne peut pas durer. Mais il y a un autre problème, c'est que vu qu'ils sont dans l'eau, eh bien, pour ne pas couler, ils doivent quand même, faire des petits mouvements. Et ça les fatigue beaucoup. Évidemment, il y a le soleil qui est en train de taper très fortement sur l'eau, donc il n'y a rien qui va. Et Elsa, elle commence gentiment à sentir ses bras qui deviennent lourds. Elle voit qu'un de ses potes commence à s'agiter un peu, elle s'approche de lui pour lui dire de rester calme, de flotter sur le dos et de ne surtout pas gaspiller son énergie. Le problème, c'est qu'au bout de quelques minutes,
tout le petit groupe commence à réellement paniquer. Pendant ce temps-là, les deux hommes sur le bateau se décapsulent une autre bière, comme si de rien n'était. Pour eux, ils s'en battent les couilles, c'est normal. Le problème, c'est que là on est dans une impasse, le groupe d'amis ne veut pas payer, et les deux personnes sur le bateau, elles veulent de la thune. Elsa, elle voit bien que dans son groupe d'amis, personne ne va prendre de décision, donc elle dit doucement à ses potes de se calmer, de faire comme si tout allait bien, de ne plus discuter avec ces deux hommes, et que désormais, c'est elle qui va leur parler. Elsa lève la tête vers les mecs, et elle change complètement de ton. Elle fait semblant de s'amuser dans l'eau avec ses potes, elle sourit, elle dit que c'est pas grave, que l'argent, ce n'est pas un problème pour eux, qu'ils en ont largement assez. Et elle leur dit qu'ils peuvent fouiller dans les sacs, prendre ce qu'ils veulent, et que le plus important pour eux, c'est de s'amuser, et surtout, de remonter dans ce bateau. Elle va même jusqu'à dire que la sortie est incroyable, qu'ils reviendront sûrement le lendemain parce que l'endroit est paradisiaque, et clairement, vous l'aurez compris, elle joue un rôle, elle se force à rester calme, alors que son corps, lui, il commence gentiment à fatiguer. Les deux mecs, sur le bateau, écoutent Elsa, mais ils ne lui répondent pas. Le temps continue de passer après cette première tentative, les minutes deviennent longues, voire très longues, et le groupe d'amis commence un petit peu à perdre la notion du temps, parce que est-ce qu'ils sont dans l'eau depuis 30 minutes ou depuis 4 heures? Ils ne le savent plus vraiment. La seule et unique chose dont ils sont sûrs, c'est que ça fait beaucoup trop longtemps. À un moment, l'un des amis commence à avoir des vertiges, il dit qu'il se sent mal. Donc Elsa, elle se rapproche de lui, elle le maintient à flot, histoire qu'il ne coule pas, et ces deux connards sur le bateau observent la scène sans bouger d'un poil. À ce moment-là, Elsa insiste, elle répète qu'ils peuvent prendre ce qu'ils veulent dans leur sac, que ça n'a aucune importance, que l'argent, ils s'en foutent. Par contre, elle leur dit, on veut simplement remonter sur le bateau, et c'est tout. Au bout d'un long moment, qui semble durer une éternité, les hommes finissent par céder. Sans prévenir, l'un d'eux attrape l'échelle, il la remet en place, et il leur dit « Écoutez, si la sortie vous a plu, vous pouvez remonter. Par contre, vous pouvez remonter à une seule condition, c'est que vous signez un papier qui dit que vous reviendrez demain. » Elsa n'attend pas une seconde, elle aide ses amis à se rapprocher de l'échelle un par un, et là, ils essayent de remonter avec de grosses difficultés. Ils ont les jambes qui sont très lourdes, les bras qui tremblent, la tête qui est à moitié en train de partir dans les choux, mais bon, heureusement, tout le monde arrive à remonter. Quand Elsa se hisse enfin sur le bateau, elle s'écroule par terre tellement elle n'a plus de force et plus personne ne parle. Les hommes rangent l'échelle, le moteur redémarre et le bateau reprend sa route en direction du port comme si rien ne s'était passé. Elsa s'assoit contre la paroi, elle regarde ses amis sans rien dire. Ils sont tous épuisés, trempés, avec le corps lourd. Personne n'ose ouvrir la bouche parce qu'ils ont bien compris que le moindre mot de travers, ça peut tout faire dégénérer. Les deux hommes, eux, conduisent le bateau sans se retourner, ils ne parlent pas, ils ne regardent même pas le groupe d'amis, et ils font simplement comme s'ils n'existaient pas. À un moment, l'un des amis d'Elsa serre les poings, clairement, il a envie d'aller leur péter la gueule, mais notre amie, elle le voit du coin de l'œil, du coup, elle va vite vers lui, elle lui dit « Fais pas ça, sinon on est dans la merde. On pourra probablement leur péter la gueule lorsqu'on arrivera au port, mais pas maintenant, au milieu de la mer. » Je pense que inutile de vous préciser que sur le bateau, la tension, elle est énorme. Elsa fixe la ligne de la côte qui se rapproche lentement. Elle ne pense même plus à ce qui s'est passé, mais plutôt à descendre de ce foutu bateau. Et quand ils arrivent enfin au port, le bateau ralentit, puis s'arrête. Les deux mecs disent que c'est bon, la sortie est terminée, qu'ils peuvent désormais sortir. Elsa et ses amis récupèrent leurs affaires, ils sortent du bateau, et à peine son pote a un ongle qui touche le sol, il se jette sur l'un des deux guides et il lui pète la gueule. En se battant, il dit que c'est très grave ce qu'ils ont fait, que c'est des malades mentaux, qu'ils n'avaient juste pas le droit de faire ça, qu'il faut qu'ils aillent en prison. Et là, une bagarre éclate. Des gens autour sur le port commencent à regarder, certains s'approchent. Elsa essaye de calmer la situation encore une fois, mais c'est trop tard. Et très vite, il y a d'autres personnes qui viennent s'en mêler dans la baston. Elsa comprend qu'il y a des amis de ces deux mecs qui sont venus se rajouter à la bagarre. Donc là, ça devient une mêlée générale. Il y a peut-être 30 personnes qui sont en train de se battre. Et Elsa, dans sa tête, elle se dit mais ça ne va jamais s'arrêter. Heureusement, plusieurs minutes après, la police a été avertie et elle arrive sur place. Les agents arrivent avec beaucoup de peine à séparer tout le monde. Ils demandent à chaque personne de se calmer, sinon c'est police, menottes, prison. Et la tension redescend gentiment. Elsa et ses amis sont mis de côté, les deux hommes aussi, et tout le monde est interrogé séparément. Quand c'est son tour, Elsa raconte tout calmement, elle explique la proposition sur la plage, l'histoire de la musique qu'il fallait payer, l'échelle qui a été remontée, et cette espèce de paiement qu'ils exigeaient pour la remettre dans l'eau. Qui, sur Terre, à part un psychopathe, fait ça? Personne. Les policiers écoutent attentivement, et bizarrement, ils ne sont pas surpris. Ils interrogent ensuite les deux hommes, et Elsa les observe de loin. Bon, vous vous en doutez bien, leur discours est confus, ils se contredisent, et au fur et à mesure où ils posent des questions à ces deux mecs, les policiers se rendent compte que ils sont en train de mentir. L'un des deux agents s'approche du groupe d'amis et il explique en fait que apparemment ce n'est pas un cas isolé. Ces deux mecs, probablement qu'ils font partie d'une sorte de réseau et qu'ils proposent ce genre d'activité aux touristes sur la plage parce qu'ils savent que des touristes ont généralement un petit peu plus d'argent que les locaux, ou en tout cas ils sont en vacances pour dépenser leur argent, donc voilà. Et en fait, leur plan, il est assez simple. Ils prennent des touristes sur un bateau, ils mettent en place cette espèce de stratagème très glauque pour les forcer, en fait, à payer et recevoir de l'argent. Est-ce que c'est un système un peu radical? J'en ai bien l'impression. Et ces bâtards, avec le coup de l'échelle remontée, ils jouent sur quelque chose
qu'on ne peut pas maîtriser, c'est tout simplement l'épuisement du corps. Essayez de rester pendant de nombreuses heures dans l'eau comme ça à ne pas bouger, il y a forcément un moment où vous allez vous fatiguer. Et à ce moment précis, c'est soit vous acceptez de payer, soit vous coulez au fond. Après un très long moment, les policiers laissent Elsa et ses amis repartir. Ils leur disent que voilà, ils vont ouvrir une enquête, qu'ils vont voir le pourquoi du comment, et qu'ils seront recontactés si besoin. Le groupe rentre à leur logement, complètement vidé. Sur le trajet, personne ne parle, et une fois à l'intérieur, ils s'assoient tous sans savoir quoi faire. Le silence à ce moment-là, il est pesant, ça donne des frissons à absolument tout le monde. Et Elsa, elle propose de regarder les avis de la pseudo-entreprise sur internet pour voir ce que les gens disent. Très vite, ils se rendent compte qu'il y a de très nombreux mauvais commentaires, des gens qui se plaignent de l'attitude des deux hommes, mais jamais quelqu'un n'a mentionné un fait grave comme ils l'ont vécu cet après-midi. En tout cas, ce qui est sûr pour Elsa et ses amis, c'est que les balades en mer, c'est terminé pour ces vacances-là, et que par la suite, dans les années qui viennent, lorsqu'ils partiront en vacances, prendre un bateau avec des inconnus, peut-être que c'est pas la chose qui va leur venir en tête directement. Voilà, cette deuxième histoire est terminée. Moi j'ai un petit truc à dire parce que quand j'ai vu cette histoire, elle m'a beaucoup plu. Mais lorsque j'ai fait des recherches, je me suis rendu compte qu'il y a un film qui parle presque exactement de la même chose. Ce film, je ne m'en souviens plus du nom et je ne l'ai jamais vu. Par contre, l'histoire, dans le résumé, ça disait que c'était un groupe d'amis qui partaient en mer et que l'un des membres avait un bébé. Le bébé dort tranquillement dans la cabine et pendant ce temps, tous les adultes se mettent à sauter à l'eau. Une fois dans l'eau, ils se rendent compte que personne n'a pensé à baisser l'échelle avant de sauter, ce qui fait qu'ils ne peuvent tout simplement pas remonter sur le bateau. J'ai jamais vu ce film, je ne sais pas comment ça finit, mais ça m'a fait beaucoup penser à cette histoire. Donc est-ce qu'elle est vraie ou pas, je n'en sais rien. En tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié parce que la mécanique, elle est juste folle. Vraiment, il faut être un véritable psychopathe pour penser à un plan pareil. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est qu'il s'en soit sorti. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et un petit pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner. D'ailleurs, toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui ne sont pas abonnées, n'hésitez pas à le faire. Comme ça, vous ne louperez aucune histoire. Moi, je vous promets de vous retrouver très très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin. Ciao tout le monde.